two, one. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Ça y est, Knicks are back, on peut officiellement le dire. C'est le début de la pré-saison. On va retrouver les New York Knicks pour au moins 82 matchs de saison régulière, plus ces 4 matchs de pré-saison. Ça va être le retour du moment hebdomadaire où on va parler un peu actu, avec aujourd'hui, pour m'accompagner. Ça faisait longtemps, il y a eu un gros break estival, mais il est de retour, vous le demandiez. Julien, salut Julien, comment vas-tu ? Ça va Joe, salut à tous. Retour aux choses sérieuses, donc voilà, hein, l'équipe est de retour et ça fait plaisir. L'équipe est de retour, on est là, on est en forme, on s'est reposé, on a dormi un petit peu, on a repris un peu de vitamine D, je crois, pour le soleil. Bref, on est prêt à passer quelques nuits devant les matchs des Knicks, en espérant que cette saison soit meilleure que la saison dernière. On a fait pas mal de previews sur les dernières semaines sur différents contenus. Là, on va parler de concret. Fini le virtuel, fini les trade machines et compagnie. Ça verra pour plus tard. On va parler des concrets, on va parler des matchs qui se sont déroulés. Et il y en avait 2 cette semaine. Donc moi je te propose de ne pas perdre plus de temps et puis de basculer sur ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est prêt ? Allez, let's go. Allez, let's go. C'est parti. On parle des matchs qui se sont passés du côté du Madison Square Garden. Alors une petite reprise, ça fait plaisir, on a eu du Media Day. Le Media Day, c'est l'occasion de faire des petites photos, des petites interviews décalées pour alimenter avec des contenus toute la saison. Mais on peut le dire officiellement, j'ai sorti le jersey du Stoud, il avait la formule qui allait bien, Knicks are back. Là vous avez le petit visuel de Flanders, le pote d'Homer Simpson, qui nous dit que les Knicks sont de retour. C'est parti, on a une nouvelle saison qui démarre, une nouvelle saison sur KNF TV avec des contenus. On espère que vous allez être au rendez-vous. Et puis voilà, donc du coup, on a eu du Media Day, et qui dit média dit des petites sorties, voilà, au micro, des uns, des autres, qui sont motivés comme jamais, qui sont prêts à défendre, qui sont prêts à relever de nouveaux défis. Qu'est-ce que tu as retenu, toi ? Est-ce que tu as des petites côtes, des trucs qui te reviennent à l'esprit par rapport un petit peu à toutes ces déclarations de Derrick Rose, de Jalen Brunson, de Thibodeau, tout ça, de Julius Randle, qui était plutôt tout sourire sur cette reprise, sur cette rentrée des classes du côté des Knickerbockers. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce qui te revient à l'esprit, toi, par rapport à cette rentrée des Knicks, Julien ? Bon, ils ont l'air tous heureux de reprendre, ce qui est intéressant. En même temps, en début de saison, tout le monde est content, tout est beau, il n'y a pas encore eu de défaite, donc c'est normal, ils sont tous motivés. On sent qu'il y a quand même une envie de se faire pardonner de la saison dernière, mais bon, c'est un peu logique, le contraire aurait été étonnant. Après, moi, tout ce genre de sortie et tout, c'est purement du marketing et c'est logique, ils sont dans leur business, hein, c'est logique. J'en accorde vraiment pas beaucoup d'importance parce que on sait très bien comment c'est marketé. Ils peuvent pas dire ah ben non, on s'est engueulé tout l'été, j'en ai marre, je suis dans une pause, j'ai payé mon contrat. Bon, de toute façon, les gars sont surmotivés. Donc voilà, il en dégage quand même une ambiance plutôt positive d'un point de vue extérieur. On n'a pas eu d'histoire, on n'a pas eu de non, ça s'est plutôt bien passé du côté de New York, contrairement à d'autres franchises. Ouais. Hein, on n'a pas eu de points dans la gueule du côté d'un poste 4 ou autre. Pas encore, ça se passe bien. Voilà. Non, mais pour être plus sérieux, non, il n'y a pas eu d'histoire. De toute façon, l'équipe a rarement été en bisbille entre elles depuis ces dernières saisons. L'année dernière, on ne va pas se mentir, le seul point négatif, c'était l'histoire avec Randle. Randle a l'air d'envie de finir avec tout ça. On va voir. En meilleure forme physique, on le voit vraiment très affûté. Ouais. C'est quelqu'un qui prend soin de son corps, le garçon, c'est sûr, mais il a l'air d'avoir bien travaillé cette année. Il a raison, parce que c'est quelqu'un qui est quand même techniquement pas au-dessus de la moyenne, donc son physique joue beaucoup, sa condition physique joue beaucoup dans son impact sur le terrain. Et s'il est moins bien physiquement, il est moins bien dans son jeu, donc moins bien dans sa tête. Donc le fait qu'il soit revenu à une condition physique optimum, enfin en tout cas l'espère, peut-être va l'aider à être meilleur sur le terrain et donc à s'aérer l'esprit et à être moins ronchon, ce qu'on souhaite. Donc pour l'instant, ils ont tous l'air affûtés. Il y en a qui ont pris de la masse. Qui c'est qui a pris de la masse? Des petits jeunes. Alors je ne sais plus si c'est McBride ou Grimes. Il y en a un qui avait pris pas mal d'ailleurs, j'ai vu cet été. Ouais, ça a travaillé. Ils ont soulevé de la fonte. La saison va être longue. Ils savent que
Les rotations de Tom Thibodeau sont courtes, donc voilà, il va falloir pouvoir donner aussi au niveau Ouais, cardio. il va falloir répondre présent, Donc, etc. Et puis, vous en aviez déjà parlé, il n'y a pas eu un grand chambardement de l'équipe, chamboulement. Donc, les joueurs se connaissent à peu près le rôle qu'on attend d'eux. Donc, ouais, non, je pense qu'ils sont motivés. Et c'est bien, c'est bien. De toute façon, on attend que ça. Hein. il n'y a pas eu trop de changements, comme tu le dis. Il y a un poste 1, on va en reparler, qui vient changer par rapport à l'année dernière. Mais voilà, c'est vrai qu'on attendait de voir un petit peu dans quelle disposition morale Julius Randle allait revenir. Physiquement, il a l'air affûté. Dans le jeu, on va en parler. Et puis surtout, on l'a trouvé tout sourire. Faire des blagues, rigoler aux éclats, gorge déployée. Nous faire des confessions. Apparemment, Evan Fournier, c'est son grand pote. Voilà la découverte, le coming out de Julius. Evan Fournier et Julius Randle, son grand pote. Ils ont failli se mettre des tartes l'année dernière, mais visiblement, ils s'apprécient. Donc tant mieux s'il a fallu une saison pour s'apprendre à se connaître et s'apprécier. Mais en tout cas, voilà, ça démarre sur de bonnes auspices. Tout le monde était content, tout le monde rigole. C'est le Media Day. On a de grandes ambitions. Ça parle quand même de retour en play-off. Hein, on se cache pas trop sur le fait que la saison dernière c'était de l'échec et les objectifs sont un peu affichés tout de même, quoi. Ouais, on verra. On verra. C'est les objectifs. Après, est-ce qu'on arrivera à les atteindre? Pour ça, bah, ça va dépendre aussi du coaching staff, ça va dépendre des rotations, ça va dépendre de tout un tas de choses. On a eu quelques aperçus là sur cette double sortie de pré-saison. Même si tout ça est à relativiser. Il y a Quentin Grimes qui est blessé, qui a loupé les 2 premiers matchs. C'est dommage. Espérons que ça ne soit pas quelque chose qui le suive tout au long de sa carrière. Il a eu une saison rookie qui a été malheureusement entachée par quelques petites blessures qui l'ont un peu contraint là où il commence à avoir du temps de jeu. Donc on va essayer de suivre ça. Mais là où beaucoup l'attendaient déjà, là peut-être pourquoi pas dans le starting 5, c'est dommage. C'est dommage, il prend pas part aux premières sorties. Après, ça ne peut pas non plus préjuger de la suite de la saison le concernant, quoi. Et puis voilà, on a vu, parce qu'à chaque fois en début de saison, tout le monde dit on va défendre, on va être solidaire, on va être collectif, voilà. Il y a effectivement un petit cliché qui est ressorti des premières vidéos, des premières insides de Training Camp, où on voit voilà, les 8 commandements de coach Thibodeau par rapport à la défense, avec certains messages qui peuvent peut-être se diriger vers certaines personnes. Alors, en tout cas, on espérera que sur le long de cette saison, effectivement, cette défense et ces commandements soient appliqués. Après 82 matchs, il peut se passer beaucoup de choses. Et on verra si le collectif reste soudé tout du long. Mais en tout cas, on attend de la défense. On attend de la défense, ça c'est certain. Et j'ai juste un petit point, c'est Derrick Rose, affûté comme jamais. Oh oui, quand on parlait de personnes affûtées, il a fait son Media Day, lui, torse nu. Torse nu, les muscles sortis, quasiment le poids de son année rookie. Alors, d'un côté, c'est vraiment bien. D'un autre côté, à son âge et tout, quand tu es trop fit comme ça, tu es peut-être en carence sur certaines choses, donc il faut faire gaffe aux blessures, sachant qu'il est sujet aux blessures. Maintenant, ça vient de coach Thibodeau qui lui a dit pour retrouver un petit peu son jeu qu'il avait et tout, et de faire gaffe. Arrête les bonbons, arrête les sucreries. C'est quelqu'un qui adore les petits bonbons, et apparemment il a fait une pause là-dessus. Ouais, il a approprié de la lettre aussi le challenge du coach, et on sait quand même l'importance qu'a eu Derrick Rose pour nous lors de la saison, il y a 2 ans, lors de notre très bonne saison. Donc ouais, ça c'était impressionnant à voir. C'est impressionnant, et on aurait dit, moi ça m'a fait penser tout de suite à l'image d'un boxeur en fait, qui vient un peu sur la pesée avant pour montrer qu'il est prêt à aller au combat. Ouais. Donc ça c'est très bien. Après voilà, c'est aussi de la com, c'est un défi, c'est un challenge. En tout cas il prend soin de son corps malgré tous les pépins physiques qu'il a eu, et on espère que cette année il sera un peu plus épargné. Voilà, moi je parlais de défense, mais bon allez, on va parler aussi de trucs un peu sympas, on va parler un petit peu fashion. Donc on attend toujours le City Edition. On n'a pas encore eu l'officialisation du nouveau jersey City Edition. Par contre, il y a eu un petit leak, il y a eu une petite fuite lors de ce Media Day, lors de ce début de Training Camp, où ce n'est pas le City Edition, mais c'est le Statement Edition qui change. Donc celui avec le petit Jumpman, le petit Jordan au logo sur la poitrine. Un ton plutôt dans les bleus marines, mais voilà, c'est des clichés un petit peu volés. On va attendre l'officialisation de la chose. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'aimes bien ces couleurs un petit peu vintage, tout en étant assez simple, hein. On n'a pas d'excentricité sur ce design. Ça te plaît? Bof. À voir en vrai? À voir en vrai, il a l'air pas mal. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de truc. Moi, ça fait des années que je demande un seul maillot, c'est celui de 99, que tout le monde le demande.
Je comprends toujours pas pourquoi ils le font pas alors qu'ils savent très bien qu'ils vont en vendre des pelletés. C'est un truc que je ne comprends pas. Maintenant, celui-là a un t-shirt sympa, il est un peu moins loufoque que certains qu'on a eu d'autres années. Mais voilà, on attend tous la réédition du 99. Tout le monde le demande, les Américains, les Européens, tout le monde le demande, tous les fans d'Elix en tout cas. Et ils s'entêtent à ne pas le faire. C'est incompréhensible en tout cas. Ouais. Je pense qu'effectivement, ça serait de quoi truster les plus grosses places des classements de vente de merchandising. Mais bon, à croire que Nike a pas envie. Aujourd'hui, c'est des modèles qu'on retrouve plutôt chez Mitchell & Ness en version rétro. Est-ce qu'il y a une histoire de voilà de, Ce qui est un peu bizarre, c'est que les autres franchises ont quand même sorti des maillots iconiques. Détroit là ressort un maillot que j'aimais pas spécialement, mais c'était celui avec Grant Hill, enfin, des maillots qui ont été demandés par certains. Il y a une tendance de retour au vintage des années 90, effectivement, dans d'autres franchises, et on s'est dit ça va être pour nous. Mais des maillots iconiques en plus, c'est des maillots qu'on a vraiment connus nous dans les années 90 sur les NBA Jam, des trucs comme ça, des trucs vraiment importants. Et je me dis, c'est bizarre que sur New York, un gros marché est demandé, ils ne le fassent pas. Ouais, mais écoute, à voir. Après, on verra. Si ça nous plaît, on craquera. Bon, il y aura peut-être des petits détails, des petites collabs qui nous feront craquer pour le City ou le Statement. En tout cas, cette saison, il y aura un nouveau Statement. On avait le bleu clair avec le Jumpman. Voilà, il y a un nouveau qui arrive. On va attendre l'officialisation. Par contre, ce qui a été officialisé, c'est les shoes de R.J. Barrett. Il a son petit pro modèle. Voilà, avec deux couleurs une couleur sur chaque pied, une chaussure rouge, une chaussure bleue. Des modèles plutôt basses. Voilà, Puma Basketball soigne son Canadien, sa jeune star, sa pépite. Espérons que ça lui porte chance sur cette saison, qu'il aille pas se tordre les chevilles. Moi, les modèles basses, j'ai toujours un peu peur quand je joue au basket avec des modèles bas, mais visiblement, c'est plus un problème, c'est pas un problème. Mais bon, moi, je suis pas trop modèle bas, mais les Kobe étaient parmi les plus belles. C'était des basses. Et des chaussures plutôt adoptées par un grand nombre de bowlers dans la ligue. Donc voilà, c'est que techniquement, on est aussi sur des modèles qui sont au point, quoi. Et puis, les premières sorties de RJ, on va en parler, nous font dire que, voilà, chaussures basses, chaussures hautes, le garçon a toujours un peu de gomme à laisser sur les parquets. Et ça le freine pas du tout sur ses premiers matchs. Alors voilà, maintenant, on va parler des matchs. Il y a eu deux petits matchs. C'est que des matchs de pré-saison. Faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Mais je pense qu'on joue le titre. Non, blague à part. Non, on a vu quand même, on attendait de voir un peu ce que ça allait donner. On a des adversaires, on va pas se mentir, relativement faibles. Détroit Pistons, c'est jeune, c'est en reconstruction. Peut-être qu'il y a des hauts choix de draft. Peut-être qu'il y a des joueurs à fort potentiel. Mais bon, sur de la pré-saison où ça teste beaucoup de joueurs, où c'est des équipes qui étaient très bas dans le classement l'année dernière. Et puis il leur manque tous les joueurs new-yorkais qu'ils ont. Donc, on pensait retrouver les Alec Burks, les Noels, les Kevin Knox, tout. Mais non, Kemba Walker, là, ça c'est une autre histoire. Ça sent plutôt une fin de carrière compliquée en NBA. Bon, on verra pour lui, mais voilà. On attendait. Que j'avais annoncé il y a un an quand on l'a signé. J'avais dit, moi, je sens qu'il est cramé. Et bon. Eh bien, CQFD, une saison après, malheureusement, il est même plus dans un rooster NBA, quoi. À voir. On lui souhaite le meilleur, en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Pas un mauvais gars, le Kemba, mais non, c'est pas un mauvais gars. Son corps est rincé. À un moment donné, il faut savoir un peu faire évoluer son jeu, se réinventer, et quand on joue que sur le physique, ça peut jouer des tours au bout de quelques sessions. Et un joueur qui change justement dans cette rotation, pour le tout premier match, starting 5 quasi identique par rapport au premier match de la saison dernière, sauf le poste 1, Jalen Brunson, le fiston de Rick Brunson, un ancien Knicks, le filleul, c'est ça, c'est le filleul qu'on dit de Léon Rose, voilà, qui avait signé son bon petit contrat cet été, après une belle petite saison, de bons petits playoffs du côté de Dallas. Voilà, il est arrivé au Madison Square Garden, premier match, première action, premier tir, premier panier. Il a pas mis longtemps à trouver ses marques, le Jalen Brunson. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, il a réussi, il a plutôt réussi puisque les avis ont été plutôt unanimes en disant qu'il avait fait un bon match, voire deux bons matchs. On peut mettre les deux en parlant de Jalen. Moi, je suis pas un fan du joueur. Tu demandes à voir. À proprement parler. Tu attends de voir. Ouais. C'est-à-dire qu'on va être clair. On a un meilleur poste 1 avec Jalen Brunson qu'on a eu ces 2, 3, 4 dernières années, je pense sincèrement. On n'a pas avec Kemba ou d'autres, là on a un vrai meneur. Après, je pense qu'on a quand même payé assez cher pour ce qu'est Jalen Brunson. C'est le marché, j'en dis pas et tout.
Moi, pour raison personnelle, je suis quand même un petit peu Dallas de temps en temps. Et l'année dernière, j'ai un petit peu suivi ce qu'il a fait au Mavericks. Moi, ce qui m'inquiète plus avec Brunson, c'est que le gars a réussi une bonne campagne de playoff. Mais les joueurs qui cartonnent en playoff, qui vont chercher un contrat derrière et qui derrière reviennent des joueurs bons mais moyens plus, il y en a une chier en NBA. Donc voilà, je pense qu'il peut faire du bien. Maintenant, sur le match en particulier, on a senti quand même que c'était de l'énergie, que c'était un joueur propre, il a un petit shoot. Moi, j'ai vu du bien, mais j'ai aussi vu ce que je vois souvent, ce que j'ai vu avec le Dallas, c'est-à-dire que c'est un joueur bon partout, mais qui n'excelle nulle part. Donc en NBA, ça peut être très bien, parce que ça peut être un all-round player et on en a besoin. Maintenant, moi, ce que j'ai un tout petit peu peur, c'est le côté gestionnaire du poste 1, parce que on a quand même RG. C'est un scoreur, on va pas se mentir, c'est pas non plus le meneur gestionnaire par excellence, c'est pas lui qui va, enfin, avoir, hein, mais qui va tourner à 10 points, 10 passes de moyenne par soir. On verra, il va falloir de toute façon mettre un peu d'huile dans les rouages et puis faire jouer un peu tout le monde, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment avoir le ballon entre les mains en attaque. Mais effectivement, c'est pas un meneur gestionnaire, c'est un meneur scoreur. Et on l'a vu, là, il a pas tardé à vouloir montrer qu'il pouvait apporter au scoring. Après, il a une forte personnalité, il vient d'une famille, voilà. Donc, New York, je pense que ça ne l'inquiète pas, et au contraire, il était content d'être là, donc ça, c'est déjà bien. Maintenant, dans le starting five avec Evan, RG et Julius, parce que bon, Mitchell, lui, il demandera moins la balle, il va falloir quand même trouver que tout le monde ait le bon équilibre. Ouais, le bon équilibre. Que tout le monde ait ses tickets, tout le monde ait ses positions. Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est même pas par rapport. En fait, c'est Jalen Julius qui m'inquiète. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, après la saison de Julius, il va pas être numéro 1. Je pense qu'on va clairement donner la balle à RG. Donc, je pense qu'RG va réussir à prendre ce petit step-up de bon, au début de saison, en tout cas, je suis leader offensif. Mais entre Julius et Jalen, puisque Evan sort d'un euro très moyen, même si la France est en finale, est vraiment sur une phase descendante. Et je pense qu'il va se cantonner à un rôle de shooter extérieur et de temps en temps tenter un drive. Mais voilà, il sera vraiment sur un... En retrait, plus un créateur, pas forcément un playmaker dans le dispositif. Je pense que ça ne sera pas trop un problème. Et je pense que justement, il peut même faire une bonne saison en ayant moins de responsabilités, en se concentrant, en devenant un joueur, pas un role player, mais quand même un petit peu. Un joueur d'équipe. Avant. Là, il y a l'âge, il y a plein de choses. Bon. Mais Jalen Julius, il va falloir trouver qui va être l'option numéro 2. Julius sort d'une saison dégueulasse avec un comportement pas très bon. Le public l'a quand même encore un petit peu en grippe. Un peu en travers, même si ça s'est un peu apaisé. Ouais. Il y a eu le temps et tout. On va se faire siffler, il n'y aura pas de souci. Mais le Brunson, lui, est plutôt un peu chouchou new-yorkais, entre guillemets, origine, ceci, cela. Donc, c'est à voir un petit peu comment ça va se faire. D'une certaine façon, les deux ont approuvé. Julius a à se faire pardonner sa saison moyenne enfin pas bonne dans l'attitude et moyenne dans le jeu, et Jalen Brunson a approuvé que bah voilà, ce contrat, cette signature, il le mérite, il a les épaules pour. Donc effectivement, cette option de numéro 2, on a beaucoup parlé de qui serait le numéro 1 cette saison, qui serait le patron, et l'unanimité veut que ça soit R.J. Barrett, espérons que ça se fasse, et sur ses premières sorties, on a l'air de le retrouver. Hein, il se termine dans les meilleurs scoreurs il termine meilleur scoreur sur le premier match avec sa petite vingtaine de points, avec un jeu qui est assez varié. Hein. Mais derrière, voilà, qui est le numéro 2, qui sera le numéro 3 sur le premier match, numéro 2 au scoring du moins, Jalen Brunson, numéro 3, Julius Randle. Donc est-ce que c'est la hiérarchie qu'on va retrouver sur toute la saison? À voir. Après, on s'en fout un petit peu sur certains matchs et ça peut changer et tout. Tant qu'on gagne. Maintenant, l'important, c'est le collectif, le résultat collectif. Sauf qu'ils ne se bouffent pas l'un l'autre, c'est surtout ça, parce qu'après, moi, le Brunson, j'ai quand même de grosses questions parce que c'est pas un joueur rapide pour moi. C'est pas un joueur rapide. Et quand même, RG n'est pas un joueur rapide, Evan n'est pas un joueur rapide et Julius est un joueur lent. Que des joueurs, plutôt des diesels, voilà, après qui sont capables de certaines contre-attaques, c'est pas le problème, mais effectivement, on n'est pas sur des premiers pas ultra rapides, on va pas jouer un jeu à la Jamorant. L'année dernière, il y a des moments où le 5 majeur manquait cruellement de vitesse et on a vu que Quickley, Rose, quand il était là, ou McBride, ont apporté ce grain qui nous permettait de jouer en transition beaucoup plus rapidement. C'est peut-être l'équilibre qu'il va falloir trouver entre un jeu posé peut-être par le starting 5 qui voilà, a quand même des qualités, et une seconde unit qui risque de cavaler
avec du D-Rose, avec du IQ, même Obi Toppin dans son registre, c'est quand même quelqu'un qui cavale. Il nous fait des fois des traversées de terrain, à se demander s'il y a un cheat code pour se déplacer aussi vite. Hein. Et puis je pense que le côté positif, c'est qu'on a quand même gardé un noyau de jeunes intéressants, des McBride, des Bouclés, tout ça, et qui sont bien et qui sont vraiment, voilà, qui commencent à créer une ADN new-yorkais, ça, c'est très positif. Toppin, ça me paraît un joueur qui va trouver son rôle. Je pense qu'un joueur qui attendait dans les 10-12 points, de sortie de banc, impactant. Et puis des éclats sur certains soirs, comme le match, voilà, ça va faire une bonne transition, comme le match qu'on a pu voir contre Indiana, où il a un temps de jeu finalement en pré-saison assez équilibré au regard de Julius Randle, mais par contre en termes de réalisation, d'impact, de réalisme, de réussite, là c'était tout autre. Il rentre des 3 points, il est, il va toujours vers l'avant aussi. Les tomards, en veux-tu, en voilà, il est post, easy quoi. Les 3 points, il fait le show. Les 3 points, c'est peut-être pas là où on va l'attendre cette saison, mais voilà, au moins tu sais que le gars, il va apporter du dynamisme, il va mettre de l'énergie. Ses tomards, comme tu dis. Et je pense qu'il sera régulier. Voilà. De toute façon, je pense que Obi Toppin ne sera jamais une superstar NBA, mais je pense que ça peut être un très bon joueur d'équipe et un très bon joueur en sortie de banc. 6e, 7e joueur, on s'en fout, mais voilà, qui peut faire. Qui peut dépanner aussi si Julius se blesse, Julius pète un câble, Julius est mauvais, tu peux aussi le faire rentrer plus longtemps. Ou si Julius est tradé à un moment de la saison, hein, ça pourrait arriver qu'il soit tradé. Donc du coup, c'est bien d'avoir cette solution au poste 4 qui a un profil différent. Ça, c'est plutôt intéressant d'avoir des profils différents sur des rotations. Là où l'année dernière, par exemple, sur des postes de pivot, on avait du Jericho Sims et Mitch Robinson, c'était un peu 2 fois les mêmes, quoi. Donc là, c'est bien d'avoir quelque chose qui peut être différent pour avoir des match-ups distincts, pour avoir une pression sur les défenses aussi différentes au niveau des équipes. Et donc là, sur le deuxième match, Brunson un peu moins en réussite, mais il va faire ses stats. R.J. Barrett qui stat à peu près aussi dans les mêmes registres. Mais et Julius qui était pas bon sur les 3 points. Hein, sur 7 à 3 points, sur le second. Mais voilà. Tu vois, c'est là aussi où j'aimerais bien que Julius change. C'est qu'il n'a pas un temps de jeu de fou, il fait quand même 7 tirs à 3 points, et il fait 1 sur 7. Beaucoup, ouais. C'est-à-dire que 1 sur 7 à 3 points, c'est la tâche un petit peu là sur cette sortie. Ouais, c'est même si en dehors de ça, dans le jeu, il était plutôt quand même correct. Impactant. Défensivement, je l'ai trouvé, montrer un peu d'engagement. Après, on verra si ça dure. Hein. Sur 20 minutes, c'est plus facile d'être engagé en défense que sur 40. Quoi. Et puis, Indiana, c'est quand même assez faible. C'est jeune. On va dire que c'est jeune. Ouais, c'est en construction. Ouais, c'est en reconstruction. Je pense que même le Turner, ils veulent le dégager pour récupérer et certainement tanker et puis aller autre part. Donc, tu vois, c'est 2 belles sorties, c'est 2 victoires. C'est toujours mieux de gagner que de perdre. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. On a quand même un noyau qui est là de l'année dernière, une saison mauvaise. Et un banc qui est plutôt dense. Ouais, mais le noyau reste le même. Donc, on n'a quand même pas non plus Brunson et Hartenstein qui est arrivé. Ça va pas transcender l'équipe. Alors, Hartenstein, Noël, c'est pas forcément le même profil. Ça peut être intéressant. Parce que Non, mais le petit Artie, Isaiah, il est capable de shooter à 3 points. Et ça apporte quelque chose de différent. En tout cas. Lui, je pense que ça peut être une bonne pioche dans son rôle. Brunson, je suis pas sûr que ça fasse le step-up, mais ça, c'est quand même. Tu doutes encore. Ah, complètement. On verra très vite. On verra très vite dans la saison si Brunson, est un game changer pour stabiliser les Knicks, pas pour non plus être un candidat MVP ou quoi que ce soit. Avec cette équipe, on doit viser entre la 6e et la 10e, forcément. On doit être au moins en play-in, de toute façon. On doit être surtout à la lutte avec ces équipes qui seront dans ce range et pas avec les équipes qui sont en dessous de nous. Et là, c'est des équipes qui sont en dessous de nous. Il y a beaucoup d'équipes qui vont tanker quand même pour X raisons. Si t'es pas en play-in... Hashtag Victor. Ouais, même si j'adore ce joueur et je l'ai vu jouer depuis très longtemps. Là, en ce moment, c'est n'importe quoi ce qu'on sort sur lui, mais voilà. Il y a une hype de folie. Là, j'entends même qu'il serait drafté derrière les Browns et des MMA. Bon, bref, j'adore. Pourtant, c'est un Français. Il vient de la région parisienne. Je l'ai vu jouer à Nanterre. Bon, je l'aime beaucoup, mais elles sont mesurées quand même. Et on a une bonne équipe, mais Brunson ne va pas nous permettre de passer quand notre contender à l'Est. Il ne faut pas déconner. Et on s'est beaucoup enflammé sur lui, les médias new-yorkais notamment. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon joueur, mais ce n'est pas un grand joueur. Et encore une fois, j'ai peur que la construction d'équipe, on ait trop de joueurs un peu similaires. C'est-à-dire de bons joueurs, mais pas de grands joueurs. Et Thibodeau, moi, c'est la plus grosse crainte, c'est Thibodeau, parce que Thibodeau,
il a quand même pas l'air d'avoir changé grand-chose dans sa mentalité. On va Ça m'a mis en voir. question. Et j'espère que Léon Rose et tout vont très vite trancher sur Thibaut. C'est-à-dire que oui, si ça marche, je serai le premier à être content. Mais si on continue à tirer sur les mêmes joueurs et si on continue à avoir les mêmes systèmes un peu dépassés ou autres, il va peut-être falloir un petit peu de nouveauté. Et il y a une question aussi qui peut fâcher en tant que Français, c'est qu'Evan aujourd'hui, moi, de ce que j'ai vu en fin de saison, ce que j'ai vu avec l'équipe de France, et comme tu as parlé du jeune Grimes, Evan, j'hésite. Il y a de la concurrence. Après, pour l'instant, Thibaudot avait l'air de dire qu'il lui faisait confiance. On l'a vu sur le premier match. Grimes n'est pas là. En termes de concurrence, on a pu voir sur le deuxième match Cam Reddish. Bon, je pense que Evan Fournier, il n'a pas trop à s'inquiéter de Cam Reddish pour l'instant, parce que Cam Reddish, il est un peu passé à côté de son match. C'est dommage pour lui. Il avait l'opportunité, mais voilà, c'était pas maîtrisé du tout. Ça arrive de se louper sur un match, à voir s'il a d'autres opportunités de se montrer. Mais voilà, c'est plutôt Quentin Grimes qui pourrait venir un petit peu chambouler tout ça. Ceci dit, est-ce que Evan Fournier, dans une seconde unit avec Derrick Rose, IQ, Obi Toppin, pourquoi pas un Cam Reddish, est-ce qu'il aura plus de ballons? Est-ce qu'il aura une utilité plus importante? Moi, j'avoue, j'en doute. Donc, ouais, mais il aura un rôle déjà de plus vétéran avec D-Rose pour aider certains jeunes à faire. Ouais, mais c'est pas faux. À voir. L'avantage de Mel Grimes, c'est que tu mets un joueur rapide qui peut aussi alterner sur d'autres choses. Et qui a un profil plus défensif, donc qui colle forcément avec l'ADN et qui vient un peu combler des lacunes. Ouais, ça peut solidifier un peu plus le 5, donc je sais pas. Ça va être des choses qui vont être à regarder. Là, sur ces premiers matchs, j'ai noté sur le deuxième match contre les Pacers, bon, c'est des blow-out. Hein. Les matchs ont été rapidement réglés dans l'atmosphère du Garden et tout. Les équipes en face n'ont pas réellement lutté, ça a duré un quart temps. Et du coup, on a pu voir pas mal d'utilisation de joueurs. Jusqu'à 16 joueurs testés sur le dernier match. C'est beaucoup, c'est la pré-saison. Ça ne sera pas ce genre de rotation qu'on aura en saison régulière parce que on a Tom Thibodeau, parce que les matchs seront accrochés, parce que la hiérarchie, les rotations, elles seront là. Donc, parce que déjà, on sait comment ça va se passer. Déjà, en NBA, tu tournes à 10-11, et avec Thibodeau, tu tournes à 7-8, 9. Donc... Voilà. Donc... mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est quand même aussi un D-Rose qui revient sur la maîtrise. Un petit temps de jeu sur le premier, un petit peu plus sur le deuxième. Un Quickley qui fait du Quickley. Même s'il progresse, voilà, il y a un jeu qui peut être à risque avec un peu du déchet, mais de l'énergie, du tir à 3 points. Quickley, c'est une saison très, très importante pour lui. C'est une saison charnière pour lui. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que première saison, c'est la pépite, c'est la révélation. L'année dernière, c'est mitigé. Des matchs importants où il réussit, beaucoup où il passe au travail. C'est mitigé parce qu'un début de saison plutôt tiède et une fin de saison plutôt réussie. Donc, à voir s'il reste sur la dynamique de la fin de saison. Il y a quand même quelques trous d'air et tout. Donc voilà, c'est à lui de... Toppin, je t'ai dit, bon, je pense qu'il fera du Toppin. Donc ouais, je pense que Quickley, c'est un de ceux qui aura le plus des choses à jouer. Ouais. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. À voir qu'il et finalement, faut pas qu'il surjoue parce qu'il a tendance à avoir un jeu à risque qui a surjoué. Là, il va chercher certainement un contrat ou autre. Enfin, bref, à voir. À voir. Et je pense que ça, on va continuer de le regarder, de le voir par rapport au match de la semaine prochaine. Et je te propose d'en parler tout de suite. On regarde ce qui nous attend sur les matchs de la semaine qui vient. Et oui, 2 matchs, Détroit, Indiana. Et pour commencer, la deuxième semaine, ça va être Indiana, Washington. Donc voilà, donc un peu tout le temps les mêmes adversaires en pré-saison. Hein, c'est un peu du classique. Déplacement à Indianapolis. Est-ce que le match sera pour autant plus compliqué, plus disputé ? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que Indiana ait beaucoup de matière pour revenir un peu à la lutte par rapport à ce premier match au Garden. Et puis les Wizards, à voir quels seront les Wizards réellement affichés. On devrait retrouver un Porzingis peut-être, un Taj Gibson peut-être, qui d'autre, Bradley Beal, Kyle Kuzma avec son pull à rallonge, Rui Hachimura, Denis Avdija, c'est ça sur le papier, Washington, c'est pas dégueu. Hein. On va pas sous-estimer l'adversaire, mais effectivement, c'est peut-être, on va dire, sur ces 3 équipes qui seront rencontrées, l'adversaire au niveau le plus élevé. C'est pas plus mal de terminer sur ça, finalement. C'est un adversaire qui, moi, je ne vois pas vraiment au-dessus de Washington cette saison. En tout cas, sur le papier.
Et même si tu n'aimes pas Porzi, voilà, mais Barzilai-Bill, on n'a pas de joueur aussi talentueux que lui dans l'équipe. Je suis pas fan de Kuzma, mais ça reste un bon joueur. Le japonais Hachimura, quand il est pas blessé, franchement, c'est un joueur intéressant. Advidja aussi. Là, ils ont une bonne équipe, Washington, l'air de rien. Taj, c'est un mec qui fait toujours du bien dans un vestiaire et autres. Washington, ouais, alors, je ne vois pas non plus contender, mais c'est une équipe qui peut nous permettre si l'équipe est au complet, clairement. Faut se méfier, quoi. Faut se méfier. Clairement, des deux matchs, c'est le plus intéressant parce que si l'équipe est au complet avec nous aussi, bah, on peut peut-être voir un petit peu. Alors, ça ne va pas jouer à fond, personne ne va vouloir se blesser, il y aura des rotations et tout pour tester un petit peu. Et ça peut être un match accroché, ça peut être un match qui peut aussi être un indicateur de voir ce qu'on a dans le ventre et Washington aussi. Donc, match intéressant, ouais. Intéressant avant d'attaquer la saison parce que on vous rappelle que l'opening night des Knicks ça sera pas au Garden, ça sera en déplacement et ça sera où? À Memphis contre les Grizzlies. Donc là on va monter en cran en termes de compétitivité. Memphis c'est une équipe qui a été grosse surprise l'année passée, qui doit confirmer avec un Ja Morant, un joueur extrêmement coté en NBA, surcoté ou pas, ça chacun verra ce qu'il veut, mais c'est un joueur spectaculaire. Mais c'est un joueur qui va avoir envie de prouver, un joueur qui a un jeu à risque. Et ça va être très, très vite. C'est pareil, c'est le genre d'équipe où tout de suite, tu te jauges. Parce que pour moi, Memphis n'est pas un contender non plus encore. Mais ils veulent s'installer dans la hiérarchie dans la conférence Ouest. Ça me fait penser un petit peu, moi, tu vois, aux Bulls de l'époque où Derrick Rose était MVP. Une équipe jeune qui progresse doucement mais sûrement, qui a son jeu surtout axé sur de la jeunesse et sur un fort numéro 1. Alors, Derrick Rose, Ja Morant, je lui souhaite une carrière plus sécure, moins entachée par les blessures à Ja Morant, mais voilà, on a un joueur qui joue beaucoup sur l'explosivité et qui rappelle un petit peu ça, quoi, en fait. Quoi. Ouais, et puis c'est une très bonne équipe Memphis, donc direct on sera. Et puis on sait qu'en plus à New York ça peut aller vite. Premier match, première défaite, ça peut engendrer quelque chose ou pas. Après, c'est pas cesse. Installer le doute et tout. Bon, on n'y est pas encore et là sur cette semaine, ça va être que de la pré-saison. Mais du coup, voilà, il y a ça un petit peu à avoir en tête. Monter doucement mais sûrement en bon, Washington, il faut quand même avoir une équipe qui tourne contre Washington. Et peut-être que là, on va commencer à avoir aussi une meilleure idée des rotations, de qui est dans le starting five ou pas. Espérons que les blessures, que Quentin Grimes, par exemple, puissent revenir pour qu'on puisse le voir un petit peu à l'œuvre avant le début de la saison. Donc ça sera intéressant. Mais voilà, ça sera un match qui sera à scruter parce que voilà, il pourrait y avoir un petit peu plus de compétitivité vis-à-vis d'un concurrent pour les postes play-off, play-in, sur le bas de la conférence. Parce que tu as raison, parce que Grimes, mine de rien, dans l'effectif jeune qu'on a, je trouve que c'est peut-être un des plus forts potentiels qu'on ait. Or, RJ, je te parle, l'année dernière a été quand même très intéressante, ce qu'il a montré. Il a évolué un petit peu, on le voyait plus il s'est transformé plus en finisseur, vraiment. Mais, d'ailleurs, en super shooter. Mais avec une régularité très importante et puis surtout clutch, parce qu'en fait c'est un joueur qui a marqué des paniers à des moments qui n'étaient jamais faciles. Ça, il va pas marquer quand on est à -20, -30 et tout. Et je l'ai trouvé marquer des paniers dans des moments importants pour l'équipe, pour les quelques victoires qu'on a eues. Et j'ai trouvé toujours joueur juste, tu vois, c'est-à-dire qu'il en fait rarement trop, bonne défense, joueur juste en attaque, joueur juste en truc. Joueur propre. Propre. Après la réussite, ça vient, mais en termes de jeu, un jeu plutôt propre. Propre, élégant et efficace, et c'est vraiment le genre de joueur qu'on a besoin. Et la défense. On peut pas évoquer son jeu sans évoquer la défense. Donc voilà. L'année dernière, on a un 3&D capable de se lâcher. On l'a vu en Summer League, plus option numéro 1 parce que voilà, forcément, les effectifs de Summer League sont pauvres en talent, donc ils seront là, avec Brunson et Rose, il n'est pas censé être poste 1, mais ouais. Et puis la défense. On en a parlé beaucoup l'année dernière, c'était notre gros point noir. C'était même pas la défense générale, c'était vraiment la défense au poste guard, quoi. Au bas court, pardon. Sur les lignes arrière, quoi. Ouais, sur les lignes arrière, le bas court, parce qu'on se prenait des 3 points, mais dans la gueule tout le temps, mais il y avait zéro défense. Kemba était incapable de défendre physiquement, voilà, on va retirer. Evan fait le minimum, mais c'est pas un gros défenseur. Voilà. On le savait. Et Brunson, j'attends de voir parce que je l'ai vu faire les minima aussi l'année dernière à Dallas, mais là où il y a aussi quelque chose qui triche, c'est que même en attaque, il était avec un certain Luka.
Et quand tu as quand même un gars qui attire 2 voire 3 joueurs sur lui, ça libère. Forcément, ça te libère des espaces et tout. Et donc, même en défense, tu gardes un petit peu d'énergie et tout. Là, au vu de son contrat, de son poste et tout, il va être beaucoup plus ciblé, donc beaucoup plus fatigué. Donc, voir ce qu'il va être capable de produire en défense. C'est pas un gros défenseur à la base. Donc, c'est vrai que voir comment le backcourt va réagir en défense, qui va être pour moi essentiel. Donc il serait bien que Grimes, voilà, tu soignes tes petites blessures là et que tu reviennes un peu sur la fin pour qu'on voit un peu où tu en es et comment tu peux t'articuler dans ces rotations de Tom Thibodeau. Voilà, ça c'est le programme de la semaine. Pacers, Wizards, bon, petit prono. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de prono, même si c'est de la pré-saison, ça coûte rien. Une victoire, 2 victoires, 2 défaites. Comment tu vois la chose? Bon, allez, je suis en début de saison, on va dire 2 victoires. Allez, 2 victoires pareil, hein. Surtout que ça se jouera au Garden pour le deuxième. Indiana, s'il nous tape en pré-saison, c'est qu'on aura déconné. Allez, ou alors, victoires pour qu'on aura déconné, ou alors que vraiment, il aura fait vraiment tourner pour rien. Ouais, mais là, il a déjà fait tourner pas mal et on a de la ressource. Donc... Là, normalement, je suis confiant. Je suis confiant contre les Pacers. Plus les matchs approchent, plus il devrait se rapprocher du turnover de la saison. Ouais. Et alors sinon, ça c'est pour les Knicks. Bah, on vous rappelle un petit peu ce qu'il y a parce qu'il se passe pas mal de choses aussi sur la planète KNF. Il y a le podcast, l'épisode 18 du podcast. Alors Julien, t'étais pas avec nous, il y a eu un petit problème d'emploi du temps, mais tu seras de retour avec nous prochainement sur le podcast. Le podcast c'est reparti. Voilà, donc les aspects preview de la saison, on en parle en long, en large, en travers. Écoutez-le, il est disponible sur les plateformes habituelles, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Le podcast est de retour, The Knicks épisode c'est pas mort, The Knicks épisode c'est de retour, c'est le comeback épisode 18. Et puis je pense qu'on aura un autre épisode aux alentours d'une dizaine de matchs, hein, histoire d'avoir un premier bilan et avoir une petite analyse sur une période un petit peu plus élargie que ce qu'on peut faire sur Avenix Week. Donc ça c'est l'épisode 18 du podcast. Et puis, quand on parle on est de retour sur les écrans, sur les ondes, mais on est de retour aussi sur les parquets. Oops Factory, une session pick-up game d'organiser, de planifier pour le dimanche 23 octobre au Oops Factory Paris-Villette. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas l'adresse, c'est indiqué sur le flyer. On vous attend nombreuses et nombreux, habillés en orange, en bleu, en noir si vous voulez aller le City de l'année dernière. En tout cas, voilà, on va passer un bon petit moment ce dimanche 23 octobre. Il y a pas mal d'événements basket sur la région parisienne ce week-end-là. Donc, en noir, pas de maillot bizarre. Ah, pas de maillot des Nets, hein, attention, on tolère tout le monde, mais avec bon goût quand même. Avec bon goût quand même. Et puis bah, là, les événements se suivent. Les viewing parties, c'est pas pour tout de suite, parce qu'on va attendre d'avoir justement les créneaux de diffusion en prime time heure française. Mais bah, on a l'événement majeur, et puis cette année c'est avec un S parce que c'est les événements majeurs, c'est les KNF Trip. Il y a le Mecha Trip à New York, vous connaissez. La nouveauté à Los Angeles, le California Love Trip. Il reste encore quelques places. Les fins des préinscriptions sont au 30 octobre, donc ne perdez pas trop de temps si vous avez envie de pouvoir aller assister à des matchs dans des conditions exceptionnelles. Hein, Los Angeles, on n'y va pas tous les jours, et puis là on a un bon petit back-to-back pour Lakers, Clippers, donc peut-être une des dernières fois où on pourra voir LeBron jouer. Hein, je ne sais pas, il se fait plus tout jeune ce garçon, même s'il attend le fiston. Voilà, donc ça c'est les KNF Mecha Trip et KNF Road Trip. California Love, 2 salles, 2 ambiances, je dirais même 2 salles, 3 ambiances, parce que à la Crypto.con Arena, il y a 2 équipes qui se partagent la salle, donc ça sera intéressant. Il y aura un petit duel franco-français avec Evan Fournier, Nico Batum, toujours sympa à voir, quoi. Puis des bons petits joueurs quand même en face. Donc voilà, il y a encore quelques places, mais traînez pas trop. Toutes les informations sont sur le site web, donc vous savez comment faire, et puis vous savez comment nous contacter. On est présent à gauche, à droite, sur Twitter, sur Insta, surtout. Voilà, on sait comment trouver la KNF puisqu'on est partout. Voilà, ça c'était l'épisode de rentrée, l'épisode numéro 29 je crois. Quand on aime, on compte plus. Déjà 29 épisodes où on a débriefé l'actu avec Julien pour une grande partie. Merci Julien pour cet épisode. On reprend nos bonnes vieilles habitudes. Et puis la semaine prochaine, on débriefera sur ces 2 derniers matchs avant d'attaquer le vrai du vrai, la saison régulière. D'ici là, portez-vous bien. Et comment on dit, let's go Knicks. Allez. Ciao. Ciao.